bien sûr, on le sait tous que la commission électorale a annoncé hier que c'est le docteur Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans, qui a remporté les présidentielles égyptiennes, les premières présidentielles égyptiennes démocratiquement faites. Et voilà, et il faut regarder quand même qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, qu'est-ce que le peuple égyptien s'attend avec l'élection de Mohamed Morsi. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Ismail Selim, professeur de droit et avocat. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, ce sera avec Donna. D'accord. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on aimerait bien savoir comment avez-vous vu ces résultats qui viennent d'être annoncés hier. Juste avant de commencer, vous avez dit que vous avez quelques mots à dire au début. Bon, tout d'abord, je félicite le peuple égyptien pour ces premières élections présidentielles les plus libres que nous ayons connues de notre histoire, surtout après la Révolution. Donc il faut tout d'abord féliciter le docteur Mohamed Morsi, notre président, féliciter sa campagne, rendre hommage au docteur Ahmed Chafi et sa campagne pour son attitude très positive, très civilisée, et qui a félicité le docteur Mohamed Morsi, rendre hommage à nos juges, mes anciens collègues, car comme je vous l'ai dit, je suis un ancien juge, je suis fier d'avoir appartenu à cette institution. Les juges ont fait l'objet d'accusations injustifiées et ils ont prouvé qu'ils sont l'institution la plus impartiale et la plus capable de contrôler des élections libres dans le futur. Et je demande aux juges de ne pas renoncer au service qu'ils nous rendent en contrôlant nos élections et de supporter, parce que les juges ont souffert. Hein. J'ai parlé avec beaucoup de mes anciens collègues et ils sont très agacés par ce qu'ils ont encouru lors des élections législatives et présidentielles. Et certains me disent on ne veut plus contrôler les élections, notre image de juge a subi un grand préjudice. C'est vrai qu'ils étaient sous forte tension et pression. Sous forte tension, non pas seulement lors des élections présidentielles, mais en général lors des élections qu'ils contrôlent. Mais je trouve qu'il est très important, c'est l'institution la plus impartiale et il faut qu'ils continuent à contrôler nos élections. Et même si on a l'intention de créer une nouvelle institution qui contrôle les élections, il faut que ça se fasse très graduellement. Il faut que la justice garde la main mise sur le contrôle des élections, même si les juges en souffrent. Je pense que cette fois-ci, les juges ont bien répondu et ils seront de moins en moins critiqués et de moins en moins soupçonnés dans le futur. Il faut aussi rendre hommage à l'armée égyptienne, à la police égyptienne, ces deux institutions qui ont contrôlé les élections parlementaires et présidentielles. On disait qu'il prenait le côté d'un candidat au détriment de l'autre. Ce n'est pas vrai. On avait peur des élections parlementaires. On disait que ça allait être un bain de sang. On disait que les élections présidentielles n'allaient pas avoir lieu. Mais vraiment, quand on rentrait pour voter autour des urnes et quand on voyait ces jeunes formidables, ces jeunes soldats et officiers vraiment formidables, on doit être fier. Et il faut aussi rendre hommage aux 11 autres candidats pour leur attitude responsable. Et on s'attend de ces 13 candidats justement qui ont rassemblé des électeurs autour d'eux de participer à la construction de notre nouvelle Égypte démocratique. Tout le monde parle, et surtout les frères musulmans, parlent de l'honnêteté des juges. Exactement. Pourtant, on a beaucoup soupçonné, on a beaucoup accusé et tout. La question, c'est que si jamais la commission électorale avait jugé la victoire de Ahmed Chafi, est-ce que ça aurait été la même attitude de la part des frères musulmans et des forces islamistes en général, à votre avis? Bon, d'après ce qu'on a entendu avant les élections, il semblerait que non. En tout cas, tout dépend de la manière dont on motive les décisions. La commission judiciaire s'est comportée d'une manière très transparente. Donc,
Si il est clair et il est bien justifié que les élections se sont déroulées donc dans un climat totalement impartial, je ne vois pas pourquoi on pourrait l'attaquer. Mais malheureusement, vu le climat le climat avant les élections, les soupçons qu'on voyait, la pression qu'on faisait sur les juges. Donc si donc le docteur Ahmed Chafi avait gagné, je pense qu'ils auraient accusé le comité. Très fort possible. Si on entre un petit peu dans le vif du sujet, la déclaration constitutionnelle complémentaire a en fait stipulé que le président doit prêter serment devant l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle. Alors qu'on a entendu circuler que le docteur Morsi préférait prêter serment devant l'Assemblée du peuple, devant donc une assemblée qui est de facto dissous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que non, je suis sûr que le docteur Morsi va renoncer à ce souhait, parce que sinon ça sera la fin de l'état de droit en Égypte. Ça sera un grand préjudice à l'état de droit, ça pourra engendrer une crise. Ça pourra même engendrer des manifestations. L'armée a le droit de rendre des déclarations constitutionnelles de manière provisoire jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle constitution. Il est très normal, il est absolument normal lorsque le Parlement est dissous que le troisième pilier de la démocratie joue un rôle de remplacement. Exactement quand on avait dans l'ancienne constitution, lorsque le président de la République décède ou ne remplit plus ses fonctions, il est remplacé soit par le président du Parlement. Lorsque le Parlement ne fonctionne pas pendant la période d'été, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui exerce les fonctions de président de la République. Donc il est absolument normal que ce soit la Cour constitutionnelle, le troisième pilier de nos institutions démocratiques, qui remplace le Parlement pour cette fonction-là. D'accord. De toute façon, la prestation de serment doit intervenir dans combien de temps? C'est-à-dire dans quel délai on a pour savoir qu'est-ce qui va se passer? Le 1er juillet. Je pense juste le 1er juillet, donc à la prise de fonction, sauf si on va attendre à ce qu'un nouveau Parlement soit élu, et cela est impossible. C'est impossible, voilà. Il y a juste après l'annonce de la victoire de Mohamed Morsi en tant que président de l'Égypte, il y a la campagne électorale de Morsi qui a dit fermement que voilà, Morsi va refaire fonctionner le dernier Parlement. C'est-à-dire que le Parlement n'est pas dissous. Et il va prêter serment devant ce Parlement. Est-ce qu'il va changer d'avis quand même? C'est peut-être la même question que Donna vient de poser, mais en même temps, ce sont des déclarations de la part de la campagne de Mohamed Morsi. Ce qui veut dire qu'il n'accepte pas ce verdict? Ça sera une première. Ça sera une première parce que si vous lisez les motifs du jugement de la Cour constitutionnelle, il y a un attendu, un considérant qui précise clairement que le Parlement ne peut plus exercer ses fonctions. Ce sont les effets du jugement. Et donc, on ne peut pas aller à l'encontre de l'autorité judiciaire, sauf si la campagne de M. Morsi veut remplacer l'autorité judiciaire, et cela est impossible. Donc, l'armée ou le SCAF, lorsqu'il a rendu la décision de dissoudre le Parlement, n'a fait qu'appliquer la décision, les motifs de la Cour constitutionnelle suprême. Ça sera très grave et ça va causer une crise, et on n'a vraiment pas besoin de cette crise. Nous avons un président, provisoirement, le SCAF va exercer les fonctions du Parlement, parce qu'un président ne peut pas cumuler le pouvoir exécutif et législatif et judiciaire, parce que si on transgresse les jugements, ça n'a pas été fait à l'époque de Moubarak. Donc si on transgresse les motifs d'un jugement, ça sera très grave et on ne peut pas le faire. Et ça sera très dangereux pour la démocratie en Égypte. Ce qu'il faut faire, c'est rapidement on rédige une nouvelle constitution et ensuite on organise des élections parlementaires
selon un nouveau texte de loi qui remédie à l'inconstitutionnalité de l'article 3 alinéa 1, qui a été déclaré inconstitutionnel. En tant qu'homme de loi, il y a mardi prochain, c'est-à-dire demain, c'est le procès contre la nouvelle Assemblée constitutionnelle. À votre avis, qu'attendez-nous? Qu'est-ce qu'on attend de ce verdict? Est-ce que ça va être dissous aussi? Je pense qu'il y aurait moins de chances parce que cette Assemblée a été constituée en vertu d'une loi. En revanche, il y a un vice parce qu'on a élu des parlementaires. Voilà, des membres du Parlement. Des membres du Parlement. Qui n'existent plus aujourd'hui. Et qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais. Est-ce que... alors ça reste... dans ce cas-là, ça sera un acte législatif. Et je pense que cet acte législatif ne peut pas être contrôlé par les juges. Là, on ira trop loin, parce que c'est une loi qui a été votée et ce n'est pas sûr. Hein. Il peut y avoir plusieurs opinions là-dessus. Est-ce qu'il s'agirait d'une décision législative ou d'un acte législatif? C'est au juge C'est au juge de décider. Voilà, bon, c'est vrai que c'est une décision qui a été rendue en vertu d'une loi. Donc, et puis, c'est un précédent, c'est un cas qu'on voit pour la première fois. Hein. Donc, il faudra laisser ça aux juges et qui vont donc dégager une nouvelle règle du droit administratif égyptien. D'accord. La déclaration constitutionnelle complémentaire a fait l'objet de vives réactions, que ce soit des frères musulmans et aussi en fait de différents courants libéraux se disant que le Conseil suprême des forces armées met pas mal de pouvoir dans ses mains. De point de vue juridique, comment voyez-vous cette déclaration constitutionnelle? Non, je pense qu'elle est tout à fait légale. On peut peut-être discuter les détails de cette déclaration. Légale, oui, tout à fait, mais les détails des articles mentionnés. Non, tout simplement, l'armée a repris deux types de pouvoirs. Le pouvoir législatif, parce que le Parlement a été dissous, et l'armée, le SCAF, avait le pouvoir législatif avant l'élection du Parlement, et personne n'avait contesté ce pouvoir législatif. Et en même temps, l'armée a repris tout ce qui a trait à la sécurité nationale. Et je pense qu'il y a des considérations de sécurité nationale qui peuvent temporairement prévaloir sur les craintes des courants démocratiques et libéraux. En vérité, les gens ont des craintes parce qu'on a été pendant 60 ans dirigé par une dictature d'origine militaire. Même si je pense que l'époque de Moubarak avait créé plutôt un État policier plutôt qu'un État militaire. C'était surtout les pratiques policières qui étaient critiquées le plus. Et la preuve, c'est que quand les manifestants, à partir du 28 janvier, quand les gens ont vu l'armée, les gens étaient contents de voir l'armée. Donc, il est douteux de dire que c'est l'armée qui est responsable des atteintes à la démocratie pendant l'ère de Moubarak. Mais bien sûr, tous les partis démocratiques, les libéraux, dans leur idéologie, on refuse qu'un homme en uniforme dirige un pays démocratique. C'est très mal vu, ce n'est pas le modèle qu'on choisit, mais d'un point de vue personnel et pragmatique, vu les circonstances exceptionnelles que le pays rencontre aujourd'hui, je pense qu'il faut aller doucement, il faut être plus objectif. Ne déstabilisez pas le SCAF, sinon on va déstabiliser tout le pays. C'est une période temporaire, c'est une question de quelques mois, jusqu'à ce qu'on ait une constitution, parce que, hélas, les partis politiques n'ont pas réussi à nous rédiger une constitution jusqu'à présent. Et on a vu les conséquences néfastes de cette situation. Ben, on va s'arrêter un petit peu, on va prendre une pause avec un commentaire qui a été préparé pour
faire connaissance à notre nouveau président Mohamed Morsi, qui a 60 ans, aujourd'hui 61 ans, et qui est diplômé d'une université américaine et qui devient ainsi le premier dirigeant islamiste à la tête du pays le plus peuplé du monde arabe. Mohamed Morsi, un ingénieur de 60 ans, diplômé d'une université américaine, devient ainsi le premier dirigeant islamiste à la tête du pays le plus peuplé du monde arabe. Mais sa marge de manœuvre sera des plus limitées. À la suite de la dissolution sur décision de justice de la Chambre des députés dominée par les islamistes, l'armée s'est en effet octroyé le pouvoir législatif et un droit de contrôle sur l'élaboration de la prochaine constitution. Elle a toutefois promis de remettre le pouvoir au nouveau président avant le 30 juin. La confrérie a vivement critiqué les dispositions constitutionnelles prises par l'armée et qui permettront aux militaires de rester un acteur central. Promesse de préserver les acquis de la Révolution, de garantir les droits de la minorité chrétienne et de ne pas forcer les femmes à porter le voile, Mohamed Morsi a multiplié les assurances pour séduire au-delà des islamistes. Il s'est engagé dans une récente allocution à travailler main dans la main avec les Égyptiens pour un avenir meilleur pour la liberté, la démocratie et la paix. Il a aussi promis de servir tous les Égyptiens, quelle que soit leur obédience politique ou religieuse. Mais au fil de la campagne, il a pris de l'assurance et du mordant, bénéficiant en outre de l'immense réseau militant des frères musulmans. Né dans le gouvernorat de Sharqiya, dans le delta du Nil, Morsi est diplômé d'ingénierie de l'université du Caire en 1975 et il a obtenu en 1982 un doctorat de l'université de Caroline du Sud aux États-Unis. Il est marié et père de 5 enfants. Militant du comité de résistance au sionisme, un groupe anti-israélien, il a consacré le plus clair de son activité aux frères musulmans. Ingénieur de formation et professeur d'université et président du parti Liberté et Justice, bras politique des frères musulmans, Morsi doit sa popularité à son parcours loin de la sphère des hommes d'affaires, un métier honni de sa fusion avec le pouvoir sous l'ère du président déchu Hosni Moubarak, dont les symboles de son régime sont jugés pour corruption, enrichissement illégal ou dilapidation de deniers publics. Il a été élu député en 2000, puis réélu en 2005 avant d'être emprisonné pendant 7 mois pour avoir participé à une manifestation de soutien à des magistrats réformistes. En 2010, il est devenu porte-parole de la confrérie et membre de son bureau politique. Il a été à nouveau brièvement emprisonné le 28 janvier 2011, 3 jours après le début de la révolte populaire qui a provoqué la chute de Moubarak. Lors de la Révolution, il a été le négociateur de la confrérie avec Omar Soleiman, chef des services de renseignement. Une fois à la tête du nouveau parti des frères, il tente d'envoyer des signaux rassurants aux adversaires de la confrérie et promet de collaborer avec les autres forces pour la rédaction de la Constitution. Il a qualifié de farce le procès de Moubarak qui a abouti début juin à une condamnation à la perpétuité pour l'ancien président, mais à l'acquittement de plusieurs hauts responsables de la police mis en cause dans la répression de la révolte de l'an dernier. Voilà, nous parlons toujours de ce paysage un petit peu flou, si on peut dire, ici en Égypte, puisqu'il y a pas mal de dossiers qui sont toujours ouverts, même avec l'élection d'un nouveau président à la tête du pays. Je rappelle que nous avons toujours professeur, donc vous êtes Ismail Selim, vous êtes docteur, professeur de droit et avocat. Bienvenue encore une fois. Si nous parlons de l'avenir de l'Égypte, le paysage politique au sein de tout ce flou, comme je viens de le mentionner, en fait, on a plusieurs problèmes constitutionnels. On a un parlement on n'a pas un parlement en fait, on a ce problème. Qu'est-ce qui doit prévaloir pour l'avenir, très proche? Tout d'abord, le calme. On a besoin de ce calme. Il faut rédiger une constitution, un comité constitutionnel équilibré. Donc il ne faut pas qu'il y ait plus de 57% de membres qui appartiennent
à la mouvance islamiste. D'ailleurs, je voudrais indiquer, ce n'est pas un drame de diviser la vie politique entre islamistes et civils. C'est la nature de la vie politique égyptienne. Ça ne veut pas dire qu'on stigmatise les politiciens ou qu'on stigmatise les gens ou qu'on divise la société en deux. Ça existe dans tous les pays démocratiques. En France, il y a une droite et une gauche. Dans beaucoup de pays européens, il y a une droite et une gauche. Aux États-Unis, on ne peut pas parler de gauche, mais on peut dire qu'il y a une droite conservatrice et une droite libérale. En Iran, bon, même si ce n'est pas un pays démocratique, mais il y a des réformateurs et des conservateurs. En Égypte, c'est la situation. Il y a des islamistes et ce qu'on appelle des civils, qui ne sont pas de véritables laïcs. Des civils qui ont prouvé vraiment durant le premier tour des élections présidentielles qui sont là. Ils ont eu 12 millions de votes. Voilà, on vient d'apprendre il y a 2 ou 3 jours qu'il y a une partie de ce courant qui s'appelle la partie tiers, ou bien la tierce partie. La troisième voie. Troisième voie. Alors, parlez-nous de cette troisième voie, parce qu'apparemment, ça constitue quand même une grosse partie de la population. Non, ce sont les nouveaux partis de la Révolution, ou les partis qui n'appartiennent ni à l'ancien régime, ni à la mouvance islamiste, et qui font une tentative, parce que rien n'est encore réalisé, qui font une tentative de s'unir dans un bloc commun, dans une union, une coalition électorale commune. Et j'espère qu'elles seront donc soutenues par le candidat Hamdine Sabbah et essayer d'avoir une majorité dans les prochaines élections législatives. Et comme ça, on aura un Parlement qui reflète l'opinion publique égyptienne actuelle, telle que l'a démontré les élections présidentielles. C'est ce qu'on voulait dès le début de la Révolution quand même, c'est d'avoir vraiment une force civile sur terre, bien organisée. J'espère que ce sera ce mouvement. Petit à petit. Voilà, Dr Esmaïl Slim, vous êtes professeur de droit et avocat. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements et explications. Je vous en prie. J'aimerais bien remercier Donna qui m'a partagé cette émission de Bonjour l'Égypte. C'est la fin donc, Madame Sou, merci de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.